Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a officiellement lancé le dialogue national le 28 mai dernier au Palais de la République. Une rencontre à laquelle toutes les forces vives de la nation sénégalaise ont pris part. Cependant, le fait marquant une partie de l'opposition, notamment le PDS, le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade, a refusé la main tendue par Macky Sall. Une rencontre à l'issue de laquelle l'ancien ministre de l'Intérieur sous Abdou Diouf, Famara Ibrahima Sagna, a été désigné par consensus par le chef de l'État pour piloter le dialogue national. Et bien, à quoi peut-on donc s'attendre à l'issue de ces concertations? Quels sont véritablement les enjeux de ce dialogue national? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Djibril Ning. Djibril, bonjour. Bonjour, Diallo. Alors, vous êtes de la société civile, membre du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, le GRADEC. Avec nous également sur ce plateau, Dr Jean-Charles Biagui. Jean-Charles, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci donc d'être sur ce plateau de Médian TV Afrique. Mais avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité, évoqué tantôt, on va d'abord regarder ensemble la cérémonie de lancement du dialogue national le 28 mai dernier par la République, présidée par le chef de l'État Macky Sall. Une rencontre à laquelle ont assisté également nos deux reporters Amadou Sabarba et Bachir Bodian. Regardez. Pouvoir, opposition, société civile, religieux, autorités coutumières, le patronat, le monde syndical, pour un seul et unique objectif, concilier l'unité de la nation à travers le dialogue pour prendre en charge la problématique de la bonne gouvernance. Le défi que nous avons à relever, c'est de concilier l'unité de la nation, l'action publique et les attentes des Sénégalais de toutes conditions, de toutes catégories socio-professionnelles et de tous âges, dans un monde en proie aux angoisses et aux incertitudes alimentées par une crise globale. Après le dialogue du 28 mai 2016, le président Macky Sall, élu pour un second mandat, a aussitôt appelé au dialogue avec toutes les forces vives pour une émergence forte du pays. Un moment de mieux cerner les défis de paix et de sécurité auxquels le Sénégal fait face dans un monde en profonde mutation. Nous donnerons la preuve qu'un peuple n'a pas besoin d'une crise pour dialoguer et ouvrir les chantiers utiles sur le socle de son union sacrée qui lui donne la force morale et l'énergie de relever tous les défis. Une première, le Front de résistance nationale participe à ce deuxième dialogue. Cette partie de l'opposition exige un débat sur le processus électoral, le statut de l'opposition, mais aussi la libération des prisonniers dits politiques. Nous estimons qu'il faut un organe indépendant désormais pour organiser les élections. C'est très important. Nous voulons également évidemment l'audit du fichier électoral sur place et sur pièce. Nous demandons à ce que Khalifa Ababacar Sall soit libéré, que Karim Wade puisse rentrer et qu'il recouvre leurs droits. Des échanges ont tourné 6 tours d'horloge. Ainsi, le nombre du comité préparatoire, dirigé par l'ancien président du Conseil économique et social, est connu. Une cinquantaine de membres, dont 5 pour la majorité présidentielle, le même nombre pour l'opposition sénégalaise. Un reportage de Amadou Sawarba et Bachir Aliaya Bodian. Alors, docteur Jean-Charles Biagui, Famara Ibrahima Sagna n'a pas finalement mis assez de temps pour constituer son équipe. Ce vendredi, le général Mamoudou Niang a été installé à la tête de la commission consulaire chargée de conduire les travaux du cadre de concertation sur le processus électoral. Dans cette équipe également, on trouve Aliou Sall, juge à la CEDEAO, le professeur Babacar Kanté, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Abdoul Mazid Ndiaye de la société civile. Finalement, comment appréciez-vous d'abord ce format du dialogue national lancé le 28 mai? Il est clair que c'est un format qui est très élitiste. D'ailleurs, vos images témoignent de cette réalité-là et votre question également. Nous sommes dans un cadre très élitiste. C'est un dialogue qui va certainement réunir l'élite, le quota de l'élite sénégalaise, et les images parlent d'elles-mêmes. D'une manière générale, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement
de quelque chose de nouveau par rapport au dialogue de 2016. On verra par la suite comment ça va se passer. Mais déjà, je retiens qu'il s'agit d'un procédé tout de même très élitiste. On a parlé tout à l'heure de dialogue, par vos images, parlent de dialogue national inclusif. Donc, lorsque c'est inclusif, normalement, ça doit réunir tous les membres du corps social. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Tous les corps sociaux ont été représentés parce que c'est juste la cérémonie de lancement du top débat. Mais pour l'instant, la cérémonie montre l'élite, en tout cas sénégalaise. On verra par la suite, vous avez certainement raison. Mais il y a un autre élément qui est important et le président l'a révélé. Et je ne suis pas du tout d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'un pays n'a pas besoin de crise pour organiser un dialogue. Mais là, il s'agit d'une crise. Une crise, il y a des degrés dans une crise. Une crise, et ce n'est pas simplement un conflit ouvert. Une crise, c'est un bouleversement, c'est une période de doute, c'est lorsque les institutions ne marchent pas très bien ou lorsque les membres du corps social ne se font pas tellement confiance. Tout ça, ça traduit une crise et on est fondamentalement dans une crise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle de dialogue. Alors, Djibril Gningue, vous êtes de la société civile, vous avez toujours joué ce rôle de facilitateur, notamment entre pouvoir et opposition. Dr Jean-Charles Biagui nous parle de crise, même si c'est à des degrés différents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a crise au point que le président ou les acteurs qui sont de tous bords appellent au dialogue national? Oui, merci pour votre question. Effectivement, je voudrais me féliciter d'abord de ce lancement du dialogue national parce que, comme vous l'avez dit implicitement, en tant que société civile, nous avons déployé un trésor d'ingéniosité, etc., pour faire de la médiation entre le pouvoir et l'opposition pour que, enfin, le pouvoir et l'opposition puissent se parler, discuter et pour qu'on arrive à des consensus forts. En 2016, ça a été une sorte de flop parce que ça n'a pas débouché sur grand-chose après le lancement. Nous espérons que cette fois-ci, à la suite du lancement, il va y avoir des travaux et que ces travaux vont déboucher sur des consensus souhaitables et très forts permettant à notre pays d'accélérer sa marche vers le développement. Cela dit, il faut constater que les concertations, le dialogue national ou les concertations dans les différents pays développés ou en voie de développement comme nos pays sont devenus un mode de gouvernance participatif. Ceci en rapport avec la crise, effectivement, de la démocratie représentative ces 10 dernières années. Il s'y ajoute que, pour ce qui concerne nos pays, cette crise de la démocratie représentative est couplée ou est superposée à une crise de légitimité historique et sociale de la classe politique et de nos dirigeants d'une manière générale, qui n'arrivent pas à transformer la situation dans laquelle se trouvent nos pays après avoir accédé à la souveraineté internationale. Vous parlez de crise démocratique, c'est bien ça? De la démocratie représentante, alors que nous venons juste de sortir d'une élection présidentielle à l'issue de laquelle le président a été élu à pratiquement 55%, avec un taux de participation de plus de 60%. Finalement, je ne vois pas où se situe au niveau la crise, autant pour moi, dans la démocratie représentative ou participative, comme vous le dites. Oui, je pense qu'il faut dire à sa décharge qu'il n'a pas attendu de remporter les élections, d'avoir un deuxième mandat pour appeler à un tel dialogue. Il a appelé à ce dialogue-là durant la 4e année de son septennat, en 2016. Donc, on peut supposer qu'il avait compris que, même en plein mandat, ayant un mandat tout à fait légal et légitime, entre guillemets, on a besoin de ce dialogue qui est devenu effectivement un mode de gouvernance participatif.
justement. Maintenant, il y a des modèles dans ce dialogue-là. Il y a plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau-là. Il y a le problème du format qui se pose. Il y a à côté du problème du format les termes de référence. Et il y a enfin le cadre de référence méthodologique. Donc toute la question n'est pas d'appeler à un dialogue et que les gens viennent, n'est-ce pas? Mais la question de fond, c'est est-ce que les instruments permettant de faire un dialogue efficace, susceptible de déboucher sur des résultats attendus, est-ce que ces conditions-là sont réunies? Est-ce que ces instruments-là sont là? Alors, docteur Jean Sarr, finalement, sur quoi? Parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois. En 2016, lors de la première édition, le chef de l'État avait institutionnalisé le 28 mai comme jour de dialogue, même si nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience sur le dialogue national, parce qu'en 92 déjà, c'était dialogue entre pouvoir et opposition, se limitant strictement à la chose électorale. Finalement, sur quoi pensez-vous que les différents acteurs ou les parties prenantes doivent dialoguer pour aboutir à des consensus forts, comme l'a rappelé tout à l'heure Djibril Ning? Oui, déjà, il faut noter que dans les démocraties représentatives qui sont en crise, ça c'est vrai, on ne discute pas réellement de l'opportunité du dialogue. Le dialogue s'impose aux acteurs sociaux, aux acteurs politiques. Si vous regardez un peu dans les grandes démocraties, vous verrez que de manière très régulière, sans pour autant que les uns et les autres appellent à un certain dialogue, il y a des concertations qui se font sur les grandes questions de l'heure, sur des périodes de crise par exemple. Je ne veux pas donner des exemples, mais on le voit en France par exemple, hein, ça c'est un exemple qui est très parlant, où le président de la République reçoit de manière fréquente les partis politiques, même les partis politiques qui sont pratiquement contre lui. On reçoit les membres de la société civile d'une manière générale pour discuter avec eux des problèmes de l'heure. Dans une démocratie représentative, c'est une réalité. Maintenant, le dialogue, non seulement il doit être permanent, mais on ne doit pas discuter sur son opportunité. C'est quelque chose qui vient naturellement dans un cadre démocratique. Maintenant, sur quoi on va discuter? Ça, c'est la grande question. Monsieur Ning rappelait tout à l'heure que les termes de référence ne sont pas très précis. Il faut encore discuter là-dessus, que le cadre et le format ne sont pas très précisés. Donc tout dépendra de ça, tout dépendra. Mais il me semble que ce qui intéresse les acteurs, en particulier les acteurs politiques, c'est le processus électoral. Et ça, il faut le déplorer. Parce que si le dialogue est national et s'il est inclusif, on devrait pouvoir discuter sur pas mal de choses. On le fera peut-être, mais il me semble que les acteurs politiques en particulier sont surtout intéressés par le système électoral, par la prochaine élection. Malheureusement, il faut le déplorer. Mais c'est ainsi que fonctionne le système politique sénégalais. C'est un système très électoralo-centré. Les acteurs en général sont focalisés sur l'élection, y compris certains acteurs de la société civile sont focalisés sur la question électorale. Et ça, il faut le regretter. Alors, Djibril Ning, finalement, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ces travaux du dialogue? Il faut le préciser, boycotté par une partie de l'opposition. Oui, j'en viendrai tout à l'heure. Je pense que si effectivement, après quelques années de divergence très marquée entre le pouvoir et l'opposition, aujourd'hui il y a un pan important, une partie importante de l'opposition qui accepte de venir se mettre autour de la table pour discuter avec le pouvoir. Est-ce qu'elle est représentative, cette opposition? C'est la grande question. Oui, nous pensons qu'elle est suffisamment représentative. En réalité... Au regard des dernières échéances électorales, la présidentielle, parce que les 4 candidats qui avaient pris part de l'opposition à cette joute électorale ont seuls à participer. En fait, ce n'est pas ça le débat. Nous pensons que même s'il n'y a qu'un seul parti politique représentatif qui ne rejoint pas le dialogue, c'est déjà un problème qu'il faut chercher à résoudre. À plus forte raison, si on a toute une coalition, par exemple, qui refuse de venir, à plus forte raison, si on a un parti historique comme le PDS qui refuse de venir, etc. Mais je dis simplement qu'il y a un pas important qui a été fait. Et il faut nourrir l'espoir, avoir l'espoir de voir ces organisations, ces partis qui ont refusé rejoindre un jour, n'est-ce pas, ces concertations. C'est possible de rejoindre en cours des travaux ces partis? Oui, bien sûr. Je dis qu'il faut nourrir l'espoir en raison de la personnalité qui a été choisie pour piloter. Si on sait que historiquement, il a eu à jouer un rôle important de médiation entre
le pouvoir et l'opposition dans un contexte autrement plus compliqué, autrement plus difficile. Je veux parler de la personne de Famara Ibrahima Sagna. Mais je voulais revenir sur la question évoquée tantôt par notre collègue, notre ami Biagui, sur ce qu'il appelle électoralo-centré, n'est-ce pas? Et, bon, là, il faut juste expliquer que le calendrier électoral ne pouvait pas être suspendu et attendre le dialogue national. C'est pourquoi, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a anticipé avant le lancement du dialogue national. Mais pourquoi ne pas tenir, même si c'est le 28 qui est institué comme journée de dialogue national, pourquoi ne pas, de façon exceptionnelle, tenir cette rencontre avant même l'échéance électorale pour dissiper cette crise de confiance qui prévalait entre les différents acteurs politiques qui devaient prendre part au processus électoral? Oui, je pense que les suspicions auraient été plus grandes si c'était tenu avant la présidentielle. C'est vrai qu'il y a une élection maintenant qui est à venir, c'est les locales, mais de moindre enjeu que la présidentielle. Alors, mais il faut dire que le dialogue national va se faire. Il y aura des termes de référence. Il y a déjà 3 secteurs ou 3 ateliers, si vous voulez, qui sont prévus. Il y a un atelier sur une commission thématique ou un atelier thématique sur la gouvernance économique, un atelier thématique sur la gouvernance politique et un atelier thématique sur la gouvernance sociale. Alors, les partis politiques ont été appelés à désigner 5 représentants chacun, n'est-ce pas, pour constituer le comité de pilotage qui va se mettre autour du président Famara Ibrahima Sagna. Alors, pour aujourd'hui, pour l'aspect politique maintenant, il y a eu la commission cellulaire qui a été mise en place. Alors là, je veux dire également préciser que les termes de référence, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas précis. Il y a eu un avant-projet qui a été fait par l'administration, qui a été amendé par la majorité, les non-alignés et la société civile, et qui attend certainement d'être amendé par l'opposition qui vient de rejoindre. Donc, il y a déjà quelque chose à ce niveau-là. Il y a un projet de code de conduite qui a été déposé sur la table. À mon avis, qui est un cadre de référence méthodologique, mais à minima, il faudra une fois que la commission cellulaire est installée, certainement qu'on va s'acheminer vers l'adoption de ces documents-là. Alors, docteur Jean-Charles Biagui, c'est vrai que les travaux, les commissions sont en train d'être installées. Ce vendredi, la commission cellulaire sur le cadre de concertation du processus électoral dirigé par le général Mamadou Niang, comme je l'ai rappelé tantôt. Finalement, on se demande les véritables enjeux dans ce contexte bien précis au Sénégal, marqué par la découverte des ressources gazières, pétrolières, parce que Djibril Niang a parlé tout à l'heure de la gouvernance économique. Quels devraient être les véritables enjeux de ces concertations nationales? Les enjeux, tout dépendra de ce que les acteurs feront ou les ambitions des acteurs. Déjà, il y a des commissions qui se réunissent. On verra comment les acteurs vont gérer l'ensemble de ces questions-là. Mais fondamentalement, les enjeux sénégalais sont des enjeux connus. C'est des enjeux qui tournent autour de la question sociale, la demande sociale. C'est des questions qui touchent un système politique apaisé avec des élections qui se passent non seulement régulièrement, mais où les tensions sont vraiment minimes. C'est un pays où, d'un point de vue social, des politiques publiques doivent être menées afin de gérer non seulement la demande sociale, mais les questions de santé, les questions de culture, etc. Je pense que sur les questions de l'heure, les questions fondamentales qui concernent les Sénégalais, il n'y a pas besoin d'un grand débat pour les comprendre. Maintenant, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est est-ce que les acteurs vont trouver des consensus forts, comme cela a été dit, autour de
l'essentiel. On verra. L'histoire, assez bientôt, nous donnera des éléments de réponse. Mais pour l'heure, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, vous avez raison, dans un cadre économique marqué par la découverte de pétrole, on verra ce que les acteurs sociaux, les acteurs politiques vont faire. Mais d'ores et déjà, il faut dire qu'on a perdu beaucoup de temps parce que le Sénégal a signé des accords jugés par beaucoup comme étant des accords problématiques. Comment, dans le cadre d'un dialogue, on va gérer cela parce que la signature du Sénégal est déjà établie. Comment, sur la question pétrolière qui fait l'objet, c'est vrai, de beaucoup de questionnements, comment on va gérer tout cela dans le cadre du débat? Ça, c'est pas quelque chose de simple puisque l'État du Sénégal a pris des engagements fermes sans pour autant demander l'avis de la plupart des membres du corps social. Pourtant, le référendum dernier de 2016, avec cet article qui stipule que tout citoyen a droit à contrôler les ressources minières, je pense que c'est un début de solution. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est constant, Jean-Charles, une partie de l'opposition a boycotté pour le moment ces travaux de concertation nationale. Est-ce que ça n'aura pas d'impact ou d'incidence sur les conclusions qui seront issues de ces travaux, de ces concertations? Bien entendu, parce qu'on parle de dialogue national inclusif. Si c'est inclusif, a priori, ça devrait mobiliser tout le corps social. Vous parlez des partis politiques. Moi, je pense qu'au-delà même des partis politiques, on aurait dû mobiliser l'essentiel du corps social. Les pêcheurs, les paysans, les cultivateurs, parce qu'un dialogue national ne doit pas, même si c'est sur des questions politiques, ça concerne l'ensemble du corps social. Mais vous avez raison, le fait que des partis politiques de premier plan ne soient pas représentés, le Parti démocratique sénégalais en l'occurrence, c'est vrai que ça pose un problème. Alors, ça pose un problème, c'est vrai qu'on l'a dit, on doit discuter du financement des partis politiques, du statut du chef de l'opposition, entre autres parrainages, des questions politiques liées au processus électoral. Le boycott du Parti démocratique sénégalais, de certains partis d'opposition, finalement, Djibril Ning, vous qui êtes de la société civile, l'impact que ça pourrait avoir sur les conclusions ou le consensus auquel tout le monde attend? C'est vrai que ça pose le problème du format et du cadre de référence méthodologique. Je voudrais un peu revenir en arrière sur cette question-là. Le Sénégal a connu 3 formats. Il y a le format expérimenté en 1992 par Feu Kéba Mbaye avec la commission cellulaire, qui a donné d'excellents résultats. Ce format a été quasiment reconduit en 2004 avec le professeur Babacar Gueye, qui a donné la Sénat, donc excellents résultats, consensus fort de la classe politique. Il y a eu le format du comité de veille, après l'audit international du fichier avec les 108 recommandations mises en place par Wade d'un comité de veille qui a travaillé quasiment près d'1 an et qui a permis de pacifier la situation, de conclure des consensus forts qui ont permis de réaliser les élections de 2012, la seconde alternance. Donc ces 3 formats-là, ou ces 2 formats, vous voyez, ont été très concluants. Maintenant, en 2016 et en 2018, on a eu un format qui n'a pas donné grand-chose, qui a donné pour l'essentiel des désaccords. Donc la question du format, elle est extrêmement importante et décisive. C'est pourquoi, heureusement, l'opposition radicale l'avait posé 2 conditions, n'est-ce pas, 2 demandes. Et l'une des demandes, c'était justement la question de la commission cellulaire, c'est-à-dire ce qui posait la question du format, qui a trouvé apparemment solution au niveau du dialogue politique. Et l'autre question, évidemment, condition qui avait été posée, c'était que le président s'engage à appliquer tous les consensus, tous les accords qui vont être issus de ça aussi. Le président s'est engagé publiquement sur ces questions-là. Si ça ne met pas en déséquilibre les institutions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui pose même le problème de l'arbitrage aussi. Je discutais avec un ami sur ça. Alors, donc, la question je veux revenir sur les enjeux, parce que ça pose toujours le problème du cadre de référence méthodologique. Dans un tel cadre, si on s'acheminait vers ça, il y aurait des hypothèses de travail. Et à mon avis, parmi ces hypothèses de travail, devrait figurer comme enjeu fondamental le renforcement de l'unité et de la cohésion nationale.
Deuxièmement, accélérer la marche de notre pays vers le développement. Troisièmement, le renforcement de la stabilité et de la paix au sein du pays et autour du pays. Je crois que ces trois hypothèses de travail-là devraient figurer dans un cadre de référence méthodologique comme des enjeux extrêmement importants, à même de réunir toute la classe politique, justement, et de mettre l'accent plutôt sur ce qui les réunit et non sur ce qui les divise. Et je sais que vous avez compris que cela pose le problème des ressources pétrolières et gazières en même temps et même au-delà. Là également, le président a donné un signal en voulant intégrer la société civile dans la commission du COS-Petrogaz, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, peut-être ça peut en partie régler le problème, espérons-le. C'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Dr Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Dr Jean-Charles. Avec nous également sur ce plateau, Djibril Nying, membre du groupe de recherche d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, le GRADEC, de la société civile. Merci donc M. Nying d'être là. Merci également à vous d'avoir été des notre Talk Afrique. C'est fini pour ce numéro. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.